Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 28 minutes, l'incontournable rendez-vous des soirées d'été. Et bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir. Et l'actualité, eh bien, ce sont ces 180 pays réunis à Genève pour essayer de trouver le premier traité mondial visant à réduire la pollution plastique. Et il y a urgence. Plastic pollution is damaging ecosystems, harming human health, and unfairly impacting the most vulnerable. The urgency is real. The evidence is clear and the responsibility is on us. Alors, est-il possible d'imaginer un monde avec moins de plastique ou est-ce déjà trop tard? Quelles technologies sont à notre disposition pour réduire ce fléau planétaire? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui ne se demandent pas, mais au fait, c'est quoi le tube de l'été cette année? Puisqu'ils l'écrivent chaque soir, bien sûr, grâce à leur chronique. Bonsoir, Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Bonsoir. Alors, au programme ce soir, Quentin. Elle est repartie de Washington, les mains vides. La présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, est largement critiquée dans son pays pour sa gestion des droits de douane américains. Je vous présente cette ancienne punk en fin d'émission. Et vous, Marjorie? On verra que l'Espagne veut rivaliser avec la France. Comment? En construisant un taureau géant presque aussi haut que la Tour Eiffel. Sauf que ça ne fait pas l'unanimité. On imagine. On vous retrouve en fin d'émission. Car avant sa question, à qui faites-vous le plus confiance pour nous sauver d'une météorite qui pourrait détruire la Terre? Bruce Willis ou Charles Frankel? Alors certes, le comédien américain a déjà fait ses preuves dans le domaine, mais Charles Frankel est un planétologue qui s'y connaît tout particulièrement en bombes cosmiques. Donc, désolé Bruce, mais nous, on a fait notre choix. Charles Frankel vient nous parler de la Terre face aux astéroïdes tout de suite, dans 28 minutes. Bonsoir Charles Frankel. Bonsoir. Vous êtes géologue, spécialiste en planétologie. Votre livre « Bombe cosmique, la Terre face aux astéroïdes » est publié aux éditions du Seuil. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Nacha Triou. Bonsoir. Alors Gilles Frankel, juste au départ, pour être au clair et honnête avec nous, est-ce que simplement vous pourriez nous dire ce que c'est qu'un astéroïde? Un astéroïde, c'est un morceau de roche qui date de l'origine du système solaire, quand l'étoile se formait et les planètes. Il a resté des résidus qui ne se sont pas agglomérés en planètes, et elles continuent à tourner autour du Soleil, généralement au large de la Terre, plutôt du côté de Mars, Jupiter, mais il y en a qui croisent de temps en temps l'orbite de la Terre. Et là, c'est le drame. Voilà, c'est là où ça peut être dangereux. Et on va voir pourquoi avec vous dans un instant, parce que avant, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour être l'invité de cette émission, figurez-vous. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Olivier Boucreux. Charles Frankel, vous êtes géologue, mais pas de ceux qui classent les cailloux, vous lisez dans les cratères, comme d'autres dans les lignes de la main. Pour raconter le cosmos, ses périls et ses promesses, vous avez le profil idéal. Dans les années 60, on prenait conscience de la Terre en tant que planète. Et c'était à l'époque des astronautes Apollo qui allaient vers la Lune et qui se retournaient pour voir la Terre. Petit Parisien à double culture franco-américaine, vous décrochez à 13 ans le concours Opération Espace avec une dissertation sur les bienfaits de la conquête spatiale. Nous sommes en 1969, tandis qu'Apollo 11 s'apprête à allunir. Vous êtes invité à visiter la NASA, les fusées, les simulateurs. Votre destin est lancé. Formé à la géologie, fasciné par l'espace, vous devenez planétologue. On appelle terraformation la faculté de transformer une planète à l'image de la Terre. Option vulgarisation, car pour vous la science n'a de sens que si elle se partage. Vos livres racontent l'histoire des chocs célestes, la mort des dinosaures défend la thèse longtemps contestée de l'astéroïde destructeur, la vie sur Mars explore les traces biologiques possibles sur la planète rouge. Dans Bombe cosmique, vous racontez comment des astéroïdes ont déjà bouleversé la vie sur Terre et comment ils pourraient frapper à nouveau. Vous explorez les menaces, les scénarios de collision et les stratégies parfois spectaculaires imaginées pour les dévier. Quand vous n'écrivez pas, vous multipliez les expéditions du cratère mexicain de Chicxulub, vestige de l'impact qui a causé l'extinction des dinosaures, aux confins de la Sibérie, du Québec à l'Islande. Vous collaborez avec la Mars Society et la NASA, testez des combinaisons spatiales dans le désert ou les glaces polaires, vous marchez là où le ciel a frappé. Et quand l'espace se tait, vous écoutez la Terre. Certains champignons aiment un certain type d'arbre, et on le trouvera qu'avec cet arbre. La pleurote, je ne sais pas, mais là, apparemment, ils aiment les pins. Ses racines, ses failles et même ses vignobles, dont vous explorez la géologie pour comprendre comment les roches influencent le goût du vin. Toujours guidé par cette boussole intérieure, comprendre comment fonctionne le monde, voilà ce qui vous anime inlassablement.
Voilà, Charles Frankel, pour votre portrait. Alors, juste au départ, il est vrai qu'au printemps dernier, on a énormément parlé dans les médias d'un astéroïde, le fameux YR4, celui qui pouvait peut-être nous inquiéter parce qu'on nous a dit qu'il pouvait éventuellement percuter la Terre. Aujourd'hui, on nous dit que la menace est passée, elle est vraiment passée ? Oui, elle est vraiment passée parce que quand on découvre un astéroïde, généralement, on le voit dans le ciel, on voit un petit point sur juste un petit arc de cercle et puis il disparaît parce qu'il est trop loin. Et il faut reconstituer l'orbite totale pour savoir quand il reviendra, s'il passera près de la Terre ou pas. Et si on a juste un petit arc de cercle, on a une probabilité très vague. Alors on avait dit 3% à l'époque, que ça frappe la Terre en retournant en 2032. C'était pas rien, 3%, 3 chances sur 100, parce que et on ne savait pas vraiment sa taille. Alors, on a braqué le télescope spatial James Webb sur l'engin et on a pu voir qu'il faisait à peu près 60 mètres de taille. 60 mètres, c'est gros. C'est gros. Quand ça frappe, ça fait 10 mégatonnes TNT, c'est-à-dire 20 bombes atomiques, quoi. Par contre, le danger concernant cet astéroïde n'est pas écarté concernant la Lune. Et s'il frappe la Lune, ça pourrait avoir des conséquences d'ailleurs pour nous. Alors, les conséquences, ça sera visible, parce qu'on aura prévu exactement où ça frappe la Lune, et donc tous les télescopes seront tournés, et ça fera un joli cratère d'à peu près 1 km de taille sur la Lune. D'accord. Et là, la probabilité, elle reste à peu près à 4%. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même pas mal. D'accord. Et on attend 2032 avec impatience. D'accord. Vous parlez beaucoup dans votre livre du Mexique, du Canada, mais est-ce qu'il y a eu des astéroïdes en France ? Et est-ce qu'elle a été touchée ou est-ce qu'elle peut l'être ? Oui, alors la France a été, elle a sans doute été touchée par des petits qui ont été effacés par l'érosion, parce que l'érosion rabote rapidement tout ce qui est petit, ce qui est gros beaucoup moins. Donc il y a eu un impact en France il y a 210 millions d'années. C'est pas aujourd'hui, c'est l'époque des premiers dinosaures, on va dire. Et ça se passe à la limite de la Charente et de la Haute-Vienne, et ça fait un cratère quand même qui fait plus de 20 km de taille. Ah oui. Donc ça, c'est du gros. C'est-à-dire que quand il a frappé la France, il a certainement exterminé les dinosaures qui étaient dans un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres. Sans doute que toute la France a ressenti quand même le choc. Et ça, heureusement, ça n'arrive que tous les 500 millions d'années. Bon. Et si un gros astéroïde de 100 mètres de diamètre frappait aujourd'hui la France, concrètement, il se passerait quoi ? Alors, 100 mètres de diamètre, ça fait effectivement, ça va faire un cratère de 20 km de taille. Ouais, c'est ça, à peu près 20 km. Donc, comme celui qui a frappé. Voilà. Alors, tout est grillé dans un rayon de 200-300 km autour du point zéro. Donc, la Bretagne réchappera. Enfin, tout dépend d'où elle frappe. J'ai pris le centre de la France pour frapper. Bien sûr, ouais. Mais franchement, la civilisation de toute façon s'effondre en France, c'est clair. Et puis ensuite, par effet domino, la civilisation mondiale est affectée. Quand vous parlez d'effondrement, est-ce que vous pouvez nous citer combien ça représente de tonnes ? C'est-à-dire, on parle de nucléaire, carrément, en termes de tonnes nucléaires, un astéroïde qui frapperait aujourd'hui. Alors, un astéroïde de cette taille, ça fait plusieurs milliers de mégatonnes de TNT, sachant qu'une bombe nucléaire, c'est une demi-mégatonne. Oui. Donc là, on parle de plusieurs milliers de bombes atomiques qui frappent la France. Qui frappent en même temps. Ouais. Un mot tout de même, on l'a vu tout à l'heure dans le sujet d'Olivier Bouquereux, à propos de cette météorite, cette trace de météorite qui est au Mexique, celle qui aurait frappé la Terre et aurait provoqué l'extinction des dinosaures. Aujourd'hui, on en est sûr que c'est une météorite qui a provoqué l'extinction des dinosaures. C'est ça, oui. C'est un très joli jeu de pistes avec des indices qui sont devenus des preuves. Alors, il y a eu une antithèse, évidemment. C'est très bien en science qu'on amène d'autres théories. Alors, il y avait la thèse du volcanisme, parce qu'il y a eu des éruptions en Inde à la même époque. Mais tous les indices ont pointé non, pas de volcan, et puis surtout mort très brusque. Alors que pour la thèse volcanique, oui, ça s'est passé sur des dizaines, centaines de milliers d'années, les dinosaures étaient sur le déclin de toute façon, etc. Alors que là, non, on a la preuve que ça a été brutal, instantané. On a même retrouvé des charniers dans le Dakota, d'animaux pêle-mêle qui ont été tous chamboulés par des tsunamis avec des sphérules du ciel dans les ouïes des poissons. Enfin, wow. Non, c'est vraiment très percutant, c'est le cas de le dire, oui, en effet. comme preuve. Alors, on va voir avec vous, Natacha, que si les astéroïdes nous intéressent, c'est aussi pour leurs extraordinaires ressources minières.
Oui, certaines de ces roches sont riches en or, en argent, en platine et autres terres rares. C'est le cas de l'astéroïde Psyché 16, à 400 millions de kilomètres de la Terre, entre Mars et Jupiter. Alors, il pourrait valoir pas moins de 10 quintillions de dollars. 10, c'est 10 suivi de 30 zéros, c'est une somme astronomique. Oui. Et donc, en 2023, la NASA a lancé la sonde Psyché, qui est actuellement en route pour l'étudier de près. Alors, pour mieux comprendre comment les planètes se forment, mais aussi pour vérifier s'il est possible d'extraire ces métaux. De nombreuses sociétés en rêvent et se lancent dans l'aventure du minage extraterrestre, comme Astroforge, Asteroid Mining Corporation ou A-Space. C'est un peu une nouvelle ruée spatiale vers l'or. Alors Charles Frankel, des mines de métaux en orbite, est-ce que donc c'est quelque chose de réalisable, et aussi est-ce que c'est souhaitable ? Alors, réalisable, je ne crois pas. Je pense que c'est bien d'explorer et d'estimer, comme vous l'avez cité, le tonnage et les ressources, mais l'extraire sur place et ensuite acheminer le butin vers la Terre au prix du kilogramme ballotté en orbite terrestre dans un sens ou dans l'autre, c'est très très coûteux. Donc, dans un avenir prévisible, je ne vois pas. Mais les sociétés veulent prendre le devant, oui, être là. Et puis peut-être qu'il y a des ressources qui sont exploitables à plus court terme. C'est l'eau contenue dans ces astéroïdes. Ça a l'air tout bête, l'eau. Mais en fait, l'eau, ça peut être décomposé en électrolyse, en carburant, en oxygène et en hydrogène pour les fusées. Donc ça peut être des stations-service. Parce que ce qui coûte cher, c'est quand vous lancez une fusée, c'est de lancer tout le propergol, l'arracher à la gravitation terrestre pour voguer plus loin vers la Lune, vers Mars. Si vous avez une station qui vous attend en service, vous mettez juste le propergol pour y aller, et puis ensuite, vous faites le plein. Et là, les petites sociétés malignes qui seront là diront « Ok, à la pompe, ça sera tant. » Ouais, c'est ça. Et là, ça se chiffre en centaines de millions d'euros, le plein. Charles Frankel, on s'est un petit peu fait peur quand même tout à l'heure au début de l'interview. Vous estimez à 2000 à peu près le nombre d'astéroïdes qui sont dangereux. Dites-nous, il y a quand même des moyens de les dévier et de les éviter. Oui, alors plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Parce que la meilleure façon de se protéger d'un astéroïde, c'est de le dévier. On ne peut pas vraiment le faire exploser, ça demanderait des bombes incroyables, et puis vous prendre 1000 projectiles dans la figure plutôt qu'un seul, c'est pas mieux. Donc, vaut mieux les pousser délicatement, hors trajectoire. Et ça, on sait faire, on a toutes sortes de techniques. La plus simple, c'est quand même de faire une explosion au-dessus, mais une explosion au-dessus du sol, qui fait un flux d'énergie, de neutrons, etc., qui va pousser sans briser l'astéroïde. Mais c'est comme une voiture, quand vous arrivez à un carrefour et qu'il y a un camion qui va croiser dans l'autre sens, si vous le voyez de loin, vous freinez, vous avez le temps de freiner, vous n'avez pas besoin de freiner trop. En revanche, si à 1 seconde du carrefour vous voyez, là, vous devez mettre tellement d'énergie, c'est pas possible. Donc, c'est pareil. Là, il faut se prendre à l'avance, 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, commencer à souffler dessus. D'où l'intérêt des méthodes de veille. Voilà, en tout cas, maintenant, on sait comment éviter une météorite qui pourrait frapper la Terre. Ça nous rassure presque, en fait. Merci beaucoup, en tout cas, Charles Frankel. Bombe cosmique, la Terre face aux astéroïdes, c'est assez passionnant. C'est publié au Seuil. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de 28 pour nous parler des astéroïdes. En tout cas. Merci à vous. Merci. Allez, passons maintenant à notre débat. Il y a encore plus urgent que les dangers qui viennent du cosmos. Ce sont les problèmes liés au plastique. Nous en produisons 400 millions de tonnes par an et avons beaucoup de mal à nous en défaire. Actuellement, à Genève, 180 pays tentent de trouver un accord pour réduire ce fléau. Mais est-il réellement possible d'imaginer un monde sans plastique ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swidem. Graver la fin du plastique dans le marbre, ou du moins dans un traité. Devant l'Office des Nations Unies à Genève, ces citoyens entendent mettre la pression sur les délégations des 175 pays venus plancher sur le sujet. Nous devons garder à l'esprit que le monde veut et a besoin d'un traité conventionnel sur le plastique, car la crise devient incontrôlable et les citoyens sont franchement indignés. Un plastique omniprésent et dont la production affole les compteurs. De 2 millions de tonnes en 1950, la production est passée à 475 millions de tonnes en 2022. Elle pourrait atteindre 1,2 milliard de tonnes en 2060 si rien n'est fait, quasiment 3 fois plus qu'aujourd'hui. De quoi aggraver les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des eaux notamment. Au-delà des conséquences sur l'environnement, c'est aussi notre santé qui est menacée.
Et le problème, c'est que les plastiques ne sont pas des matériaux inertes, ce sont des matériaux qui contiennent également des additifs chimiques. Et ces additifs peuvent potentiellement sortir de ces micro- et nanoplastiques pour éventuellement aller s'accumuler dans les tissus des organismes qui les auront ingérés. Face à cette situation, l'Union européenne tente de trouver des solutions comme la fin du plastique à usage unique dans la restauration d'ici 2030. En France, les gobelets, les pailles ou encore les couverts en plastique ont déjà été bannis. Pas suffisant pour certains scientifiques qui appellent à passer très rapidement à la vitesse supérieure. Pour réduire la pollution, la seule solution aujourd'hui, c'est de réduire à la fois nous-mêmes notre consommation de plastique, mais également à l'échelle mondiale, de réduire la production de plastique. Des emballages en plastique qui peuvent mettre des centaines d'années à se décomposer. Alors, comment réduire l'usage que nous en faisons? Est-on capable de s'en passer? Voilà, et pour en débattre, nous recevons ce soir Joseph Taïfé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Plastalliance, qui est le syndicat européen de l'industrie plastique. Votre dernier livre, Plastic Bashing, l'Intox, est paru aux éditions du Cherche Midi. Et selon vous, dans un contexte du hausse du prix de l'énergie, la solution, eh bien, c'est le plastique, ça ne coûte pas cher, dites-vous, à produire. En plus, tous les emballages plastiques aujourd'hui peuvent potentiellement être recyclés. À vos côtés, Nathalie Gontard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche en sciences de l'aliment et de l'emballage à l'INRAE, spécialiste des plastiques. Votre livre, Plastique, le grand emballement, est paru chez Stock. Et selon vous, on ne pourra jamais se passer de plastique, mais il faut réduire, dites-vous, notre consommation et se poser la question de nos modes de vie, car le plastique est une drogue dans nos sociétés. Et puis Antoine Guillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la maire de Paris et vice-président d'Amorce. Alors Amorce, c'est une association qui travaille avec les collectivités, notamment sur la question des déchets. Et selon vous, l'idéal serait de pouvoir réutiliser les plastiques plutôt que de les jeter. Il faudrait aussi davantage taxer les industriels qui vendent des plastiques non recyclables. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. 73, comme les 73 kilos que chaque Français consomme, 73 kilos de plastique que chaque Français consomme par an. Ça fait 5 millions de tonnes de plastique consommées tous les ans en France. C'est bien simple, nous sommes l'un des pays européens les plus grands consommateurs. Alors, dans quoi est-ce qu'on retrouve le plastique? Dans quels objets, Joseph Taïfé? On imagine même des objets peut-être où c'est insoupçonnable, ici sur ce plateau par exemple. Écoutez, dès l'entrée dans les plateaux de votre chaîne, nous avons eu la maquilleuse, les éléments pour maquiller étaient souvent en plastique. Là, j'ai le micro qui est en plastique ici. Vous avez des gâteaux parfois emballés dans du plastique. Le plastique est partout. C'est le matériau. Il y a trois grandes familles de matériaux qui sont nécessaires, on va dire, au fonctionnement économique de l'humanité. C'est le métal, l'acier, on va dire, et le béton-ciment et le plastique. C'est Bill Gates, d'ailleurs, qui l'a dit dans son livre « Climat, comment éviter le désastre ». Et donc aujourd'hui, en fait, on ne peut pas, on va dire, la question, on va dire, philosophique, est-ce qu'on peut se passer de plastique? Non, on ne pourra pas se passer de plastique. Tous les secteurs en ont besoin, le secteur militaire, le secteur de la santé, le secteur humanitaire. Aujourd'hui, on voit qu'on envoie, par exemple, des vivres dans certaines régions dans le monde par parachute. Les parachutes sont en plastique et les vivres sont également emballés dans du plastique. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on ne peut pas, on va dire, arrêter ça, mais on peut effectivement arriver à se dire qu'il y a peut-être certains types d'usages qui éventuellement on pourrait s'en passer. Ça, on est d'accord. Mais une question tout de même, Nathalie Gontard, il y a un chiffre tout de même qui est aussi impressionnant, c'est 400 millions de tonnes produites chaque année dans le monde, le double d'ici 2040. Pourquoi actuellement on assiste véritablement à une inflation du plastique? À une inflation du plastique, parce que je pense qu'il y a une très mauvaise compréhension du danger qu'il représente. Et là, donc, je rebondis sur ce que nous a dit M. Taïfé, qui dit que le plastique est partout, mais moi j'ai envie de dire le plastique est vraiment partout. Hein. Vous en avez dans votre cerveau, dans votre sang, dans vos organes. Et on a une mauvaise compréhension de la pollution plastique, parce qu'on pense que la pollution plastique, c'est uniquement une question de déchets. Or, ce n'est pas le cas. Le plastique émet des micro et des nanoplastiques dès le début de sa production. Ce qu'on appelle les microplastiques, hein, justement les fameux exemples, comme on retrouve en effet partout, même dans la fosse des Mariannes. Tout à fait. Donc, on met en face les bénéfices, mais comme les dangers sont très mal compris, donc les dangers, ce n'est pas une empreinte carbone, c'est vraiment l'empreinte plastique, c'est-à-dire tous ces micro et ces nanoplastiques qui perdurent pendant des siècles et des millénaires et que l'on retrouve absolument partout et qui perturbent le bon fonctionnement du vivant. Antoine Guillou, cette pollution plastique, elle est difficile aussi à gérer pour les collectivités? Oui, bien sûr, parce que les collectivités, en réalité, sont en bout de chaîne. Les collectivités ont la responsabilité de collecter les déchets et de les traiter ensuite. Mais évidemment, elles font face à ce que sont les conséquences des choix, notamment industriels en premier lieu, qui ont été faits avant, de mettre sur le marché, effectivement, c'est tous ces produits en plastique qui sont partout dans nos vies et qu'ensuite, les collectivités, effectivement, doivent gérer. Les citoyens doivent les gérer, eux, quand ils doivent faire leur choix de consommation, mais ils n'ont pas vraiment le choix, en réalité. Et ensuite, les collectivités doivent effectivement gérer tous les déchets qui en résultent.
adultes. Joseph Taillefer, justement, quand vous entendez ça, ces deux arguments aujourd'hui autour du plastique, on a bien compris qu'on aurait du mal à s'en défaire, mais il faut s'en défaire. Moi, j'ai entendu Mme Gontard parler des effets des microplastiques sur la santé. Oui. Je citerai l'étude de Nature du 10 mars 2025. Justement, Nature, qui est un magazine américain. Magazine américain, tout à fait. Étude non financée par l'industrie, c'est important de le dire, parce que quand vous avez des études financées soit par des ONG ou par de l'industrie, il faut toujours s'en méfier. Là, c'est une étude neutre. Et en l'occurrence, ils indiquent justement que toutes les études faites sur les microplastiques aujourd'hui comportent énormément de biais, que les histoires de microplastiques dans le cerveau, les fameux 4 bouchons dans le cerveau, ne sont pas biologiquement plausibles. On a la preuve aujourd'hui que la fameuse histoire de la carte bancaire que nous avons chaque semaine, je l'ai écrit dans mon livre il y a déjà 2 ans, que c'était une fake news. L'étude de WWF... Disons qu'on avalerait l'équivalent d'une carte bancaire. Une carte bancaire, ça a été démenti par différentes études qui sont sorties. On est à 5 grammes tous les 23 000 ans. Donc aujourd'hui, on est sur des quantités infinitésimales. Et en fin de compte, on est en train de focaliser l'attention sur les microplastiques, alors qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de différentes substances, effectivement, dans l'atmosphère. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est la dose qui fait le poison. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais les quantités auxquelles on est soumis aujourd'hui sont très très faibles. Nathalie Gontard, vous êtes d'accord? C'est la dose qui fait le poison? Oui, c'est la dose qui fait le poison, mais la dose, elle est déjà énorme. Nous avons accumulé plus de 9 milliards de tonnes. C'est bien de parler de la production annuelle, mais finalement, ce n'est pas très parlant, puisque un kilo de plastique qui est produit va durer pendant des siècles. Donc il faut parler de la quantité qui est cumulée. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce que vraiment, vous éliminez tout un tas de publications. Il y a des milliers de publications qui démontrent les effets des micro et des nanoplastiques sur le vivant, que ce soit sur notre santé ou sur notre environnement. Et ces effets sont vraiment réels. Je pense que nier ça, c'est faire quelque part de la science bashing, quoi. On pourrait appeler ça comme ça. Et il faut y faire attention. Et rien que ces derniers mois, on a eu 2 publications qui ont clairement mis en évidence un lien entre, par exemple, la présence de micro et de nanoplastiques dans le sang et les accidents cardiovasculaires, la présence de micro et de nanoplastiques dans le cerveau et le développement de démence. Et ça, ce ne sont que 2 exemples très récents. Alors, il y en a énormément. On va voir que les industriels s'y sont penchés, que la science s'y est penchée, mais aussi les pouvoirs publics s'y sont penchés. On va voir ça avec vous. Natacha, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, avait présenté en juin dernier le plan 2025-2030. Alors, c'est quoi justement les grandes lignes de ce plan? L'une des ambitions de ce plan, c'est de réduire en amont la fabrication de plastique non recyclable, d'améliorer la collecte et de développer l'industrie du recyclage en France. Alors, pour freiner la production de plastique à usage unique, la ministre souhaite encourager les industriels avec un système de bonus-malus, avec d'un côté pénaliser les emballages non recyclables et de l'autre instaurer une prime pour les inciter à incorporer des plastiques recyclés. Parce qu'aujourd'hui, environ 35% des emballages qui sont sur le marché ne sont pas recyclables. Alors, pour de nombreuses ONG, ce plan n'est quand même pas à la hauteur de l'urgence. Oui, il est jugé trop axé sur le recyclage et non pas sur la réduction du plastique à la source, ni sur le réemploi pour réutiliser une bouteille, par exemple. Rien n'est évoqué non plus sur la fin des emballages à usage unique, prévus d'ici 2040, comme prévu par la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, votée en 2020. Et il n'y a pas non plus de mesures fiscales structurantes. Votre association Amorce, Antoine Guillou, demande notamment cette mise en place d'une taxe générale sur les activités polluantes, 5 centimes pour chaque produit non recyclable mis sur le marché, c'est le concept de pollueur-payeur. Alors selon vous, c'est aux industriels de payer ? Oui, effectivement, nous, au sein d'Amorce, association de collectivités, on défend le fait qu'il faut absolument dissuader le fait d'avoir encore des plastiques qui ne soient pas recyclables. Mais je remonte encore d'un cran par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, on déplore aussi que dans le plan qui a été dévoilé par le gouvernement, on a assez peu de mesures concrètes, effectivement, sur la réduction à la source des plastiques, qui est quand même le premier enjeu avant de parler de recyclage, puisque, Nathalie Gontard le disait, le plastique, à partir du moment où il existe, où il est mis sur le marché, il commence déjà à avoir des effets. Certains qu'on connaît, d'autres qu'on connaît peut-être pas encore, sur la santé, sur l'environnement, etc. Donc le but, c'est avant tout, l'objectif numéro 1, ça doit être de réduire le plastique. Ça veut dire interdire des emballages qui sont inutiles, qui n'ont aucune plus-value, sinon peut-être de faire du marketing. Par exemple ça veut dire, oui, vous avez, on voit tous quand on fait nos courses, il y a des produits, parfois on se dit là, est-ce qu'il y a vraiment besoin de 3 couches d'emballage, la boîte de gâteau, puis le sachet individuel, puis etc. etc. En fait, ces emballages-là, on pourrait tout à fait s'en passer dans nos vies. Donc d'abord réduire ces emballages, et puis avoir des emballages qu'on puisse réutiliser, justement, pas forcément en plastique, plutôt des emballages, pour le coup, pas en plastique, qu'on pourrait réutiliser plutôt que de les jeter, effectivement. Joseph Taillefer, justement, alors sur le concept de pollueur-payeur appliqué au plastique. Je
Je constate effectivement que monsieur qui travaille à la mairie de Paris propose de nouvelles taxes. Je ne suis pas forcément opposé à créer de nouvelles taxes, effectivement, sur les activités polluantes. Et notamment, je reprends ce que Mario Draghi a indiqué dans son rapport sur la compétitivité européenne, partie B, page 102, remis à la Commission européenne fin de l'année dernière. Déjà, première chose, il a indiqué que l'industrie plastique était une industrie stratégique pour l'Union européenne. Qu'aujourd'hui, l'industrie plastique est celle qui émet le moins de CO2 et de gaz à effet de serre que l'ensemble de toutes les autres industries, le bois, le carton, la céramique, le métal, l'aluminium. Et que le problème aujourd'hui du plastique, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, le coût du recyclage est plus élevé que le coût de l'incinération et de la mise en décharge enfouissement. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est effectivement de taxer, mais de taxer encore plus, ils sont déjà taxés aujourd'hui, il y a déjà une TGAP qui existe, mais d'élargir l'assiette sur tout ce qui concerne la mise en décharge, l'enfouissement, voire même d'ailleurs de l'interdire. En Allemagne, nous sommes sur une chaîne franco-allemande, la mise en décharge des emballages plastiques en Allemagne n'existe plus. Donc, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, ni en Autriche. Et d'augmenter éventuellement l'incinération, et ça marchera, à mon sens, beaucoup mieux que ce que la ministre a proposé, parce qu'en fin de compte, la subvention qu'elle propose de donner pour inciter à incorporer du recyclé, ça va entraîner une hausse des prix. Il faut faire attention. Nathalie Gontard, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recycler 100% du plastique ? Il y a des plastiques où c'est pas recyclable ? En fait, le plastique ne se prête pas de façon intrinsèque au recyclage. Il n'y a qu'une portion très faible qui est de moins de 0,5% du plastique qui est réellement recyclé. Donc ce sont les bouteilles en PET, par exemple de l'eau qui est retransformée en bouteilles en PET. On a 30% de pertes, ça s'est fait que 2 ou 3 fois, mais bon, on a quand même une réduction de l'usage du plastique. Tout le reste de ce qu'on appelle du recyclage est en réalité du décyclage. C'est-à-dire qu'on ne régénère pas l'objet à l'identique, on va chercher de nouveaux débouchés. Alors je continue sur le même exemple, la bouteille en PET, au lieu de refaire une bouteille en PET, eh bien, elle va devenir par exemple une veste de costume ou un pull-over. Excusez-moi, pardon, PET, quand vous dites PET, c'est quoi ? Polyéthylène terephthalate. C'est vraiment les bouteilles en eau assez classiques qu'on peut trouver sur le marché. Minéral, des choses comme ça. Voilà. Et en quoi c'est un problème finalement si c'est Alors recyclé ? évidemment, on se dit c'est bien, on donne finalement une utilité. Alors c'est un problème parce que ces plastiques qui sont décyclés continuent de polluer, ils continuent d'émettre des micros et des nanoplastiques. On cherche de nouveaux débouchés, donc on fait disparaître des filières entières, comme la filière de la laine, qui est en train vraiment de se casser la figure actuellement. Et ensuite, on crée de nouvelles filières qui sont dépendantes aux déchets plastiques. C'est-à-dire que même si un jour on décide qu'il y aura des fontaines à eau absolument partout et qu'on pourra utiliser des gourdes et qu'on n'aura plus besoin de bouteilles en PET, eh bien, il en faudra quand même parce qu'il va falloir nourrir. Donc, quelque part, ces technologies, elles servent actuellement surtout à rassurer le consommateur pour qu'il continue. Mais c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, vraiment, recycler? Alors justement, l'Allemagne est un exemple. 50% de recyclage des emballages plastiques. La Slovaquie, 60%. En France, on est effectivement à 23-25%. Il y a différentes causes, ça prendrait beaucoup de temps pour vous expliquer pourquoi. Par contre, ce que dit Madame Gontard, on pourrait le dire à ce moment-là concernant le carton, parce que le carton alimentaire ne redevient pas du carton alimentaire, il devient du papier toilette. Vous avez les canettes d'aluminium aujourd'hui qui deviennent des carters de voiture. Et effectivement, vous avez des pots de yaourt en plastique qui peuvent devenir des cintres. Moi, ça ne me dérange pas que ça devienne un cintre. Un cintre n'est pas un produit à usage unique, c'est un produit qui dure plus longtemps qu'un pot de yaourt. Et pour rappel également, et je terminerai là-dessus, l'Europe et la réglementation européenne, parce que tout est juridique aujourd'hui, reconnaît ce qu'on appelle le recyclage en boucle ouverte, chose que Mme Gontard appelle décyclage. Antoine Guillou, on va juste, excusez-moi, faire tourner un petit peu. Antoine Guillou, justement, c'est aussi, on se dit aussi tout ça quand on voit le débat derrière, et on voit quand même l'immensité de la tâche. On sait que ça va impacter aussi, tout un secteur industriel. Derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réfléchi à ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des emplois qui sont derrière pour recycler ou travailler le plastique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, dans une association, vous y pensez? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je voulais préciser à M. Taillefer que je ne travaille pas à la Ville de Paris. Je suis élu. Et avec tous mes collègues élus de toutes les villes, toutes les collectivités qui sont représentées au sein d'Amor, c'est-à-dire tous les bords politiques, on défend effectivement ces positions que j'énonce ce soir. Parce qu'on est soucieux, effectivement, des intérêts de nos concitoyens que nous représentons. Alors évidemment, derrière ces enjeux de transformation, mettre en place l'économie circulaire, il y a évidemment des enjeux économiques, des enjeux d'emploi derrière. Et vous posiez la question tout à l'heure, finalement, qui doit payer? Au fond, aujourd'hui, ce sont les contribuables qui payent. Ils payent avec leurs impôts et ils payent aussi avec leur santé et l'impact sur l'environnement. Donc de toute façon, effectivement, aujourd'hui, il y a déjà un coût de cette pollution plastique. La question, c'est est-ce qu'on peut essayer de le réduire en incitant effectivement l'industrie à faire des efforts pour améliorer un certain nombre de produits, en apprenant nous-mêmes à se passer d'un certain nombre de produits. Ça va avoir un coût potentiellement de transformation pour l'industrie qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accompagner évidemment, mais à la fin, je crois qu'on va tous y gagner. Alors, il y a peut-être une solution après tout. On le fait bien pour le verre, on est en train de revenir à l'idée de la consigne et ça passe plutôt bien en tout cas auprès de ce grand président d'une grande brasserie. Regardez.
C'est un geste qu'il va falloir apprendre ou réapprendre. Il y a à la fois un enjeu écologique et puis bien souvent économique, parce que ça coûte moins cher pour le consommateur. Et donc, pour moi, il faut qu'on y aille. D'ailleurs, la réglementation va dans ce sens, avec des obligations croissantes. Donc, tout nous pousse, c'est une question de temps, mais tout nous pousse à redéployer au niveau national le système de la consigne. Nathalie Gontard, pourquoi pas, après tout, une consigne pour le plastique, ça serait une solution ou pas ? Consigne pour plastique, il faut faire quand même la différence. Je reviens, on retombe du coup sur peut-être ce qui a été dit tout à l'heure par M. Taillefer. Le plastique émet des micro- et nanoplastiques, il faut quand même vraiment s'en rappeler. C'est-à-dire que par définition, c'est un matériau qui vieillit, qui est interactif, ça n'a rien à voir avec le verre. Donc la consigne pour le verre et le réusage du verre, puisque le verre est réutilisable à l'infini. Ça, oui, bien sûr, il ne faut pas tout mélanger. Ce qui n'est pas le cas du plastique ? Ah non. Le plastique interagit, le plastique vieillit et le plastique pollue tout au long de son... Lorsque, par exemple, vous ouvrez une bouteille en plastique, le simple fait de tourner le bouchon va émettre des micros et des nanoplastiques. Donc, et puis, il faut quand même avoir bien conscience que c'est le seul matériau qui se comporte comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on décycle aussi du papier et du carton, je suis d'accord, mais... Toutes ces particules qui sont émises par les papiers et les cartons, ce sont des particules qui sont biodégradables, donc qui n'auront pas du tout les mêmes conséquences sur la santé et l'environnement. Joseph Taillefer, ça existe des matériaux de substitution qui seraient aussi intéressants que le plastique, je ne sais pas, le bambou, le bois Alors, vous savez, quand ils ont essayé de mettre justement des assiettes en bambou et en bois et du papier carton un petit peu partout, vous avez eu à une époque un article de l'UFC Que Choisir, sans plastique mais pas fantastique. Parce qu'au final, pour pouvoir avoir quelque chose qui ait les mêmes propriétés que le plastique, en fin de compte, on essaye de le faire transformer à autre chose que ce qu'il est initialement. Et en l'occurrence, on a trouvé des PFAS dans des pailles en papier, on a trouvé des PFAS dans une étude en 2021 sur les fast-food à Paris, sur des emballages en papier carton, qui ne sont pas, on va dire, que du carton et que de la cellulose quand il faut la protection contre l'humidité, c'est pas possible d'avoir que du carton pur. Et donc aujourd'hui, en fin de compte, moi ce que je pense, et c'est un peu le cours de la science, c'est-à-dire que ce qui remplace, on va dire, un polymère plastique, ce sera un autre type de polymère plastique. Les bouteilles en plastique à une époque étaient faites en PVC dans les années 60 et 70, et en l'occurrence aujourd'hui, maintenant, elles sont en polyéthylène, terephthalate, comme Madame Gontard effectivement l'a dit. Là où on le voit quand même une chose aussi, Antoine Guillou, il y a une chose très simple, et je pense que ça parlera à beaucoup de gens, c'est sur les sacs en plastique. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'en 2016, ça a été interdit. Et qu'en fait, quand on va chez le commerçant, on en a toujours des sacs en plastique. Comment ça se fait que là, aujourd'hui, les pouvoirs publics ne disent pas, normalement, ça devrait s'arrêter ? Pourquoi il y en a encore ? Oui, c'est vrai que c'est aberrant. La réalité, c'est que la police de l'environnement, si on l'appelle comme ça, en France, est extrêmement peu développée. On a absolument besoin de mettre plus de moyens sur le contrôle de ça. Et effectivement, le gouvernement souvent prend des mesures, typiquement celle-là, c'est une très bonne mesure d'interdiction des sacs plastiques, mais après ne va pas forcément mettre en face les moyens de contrôle qui vont avec. Et on sait, si le plastique s'est infiltré dans nos vies à cette dimension-là, c'est évidemment parce qu'il a des qualités qui le rendent pratique au quotidien. Et donc évidemment, si on ne contrôle pas, ça va pas s'arrêter tout seul. Rapidement, aussi parce que l'interdiction de tous ces plastiques à usage unique, que ce soit les sacs plastiques ou autres, cette interdiction a été contournée en tout simplement augmentant l'épaisseur de tous ces objets, et ces objets sont devenus miraculeusement réutilisables, donc plus à usage unique. Donc les plastiques que vous trouvez dans le commerce aujourd'hui sont des plastiques très épais, il y a écrit en très gros plastique réutilisable. Allez, grâce à nos archives, on va remonter en mai 2020, en pleine épidémie de Covid-19. Le plastique redevient notre allié afin de limiter la propagation du virus, notamment en ce qui concerne les protections individuelles. Alors finalement, ce plastique, ami ou ennemi ? Avant la crise, le plastique, c'était l'ennemi numéro 1, à bannir du commerce. Aujourd'hui, il revient en force, dans la santé, l'alimentation et même sur les plages. Alors, ce retour balaie-t-il nos engagements pour la suppression du plastique à usage unique ? Dans ce garage parisien, on en installe aussi dans les taxis. Des protections en plastique souple et recyclable qui se fixent en quelques minutes pour séparer le chauffeur des passagers. Homologué par le ministère des Transports, le plastique, une solution pratique. Voilà, ça c'était pendant le confinement, on s'en souvient tous de cette épidémie de Covid. Mais aujourd'hui, à Genève, en ce moment, il y a 180 pays qui discutent de savoir s'il y a une possibilité de s'entendre pour un traité pour réduire au maximum le plastique. Comment vous voyez cette initiative, vous-même, en tant qu'industriel du plastique ?
Alors moi, je suis pour un traité. Mon livre se termine par une partie qui s'appelle « Problème mondial, solution mondiale ». On est dans quelque chose dans lequel une pollution qui existe, qui est quand même extrêmement localisée. 36% de la pollution dans les océans, c'est les Philippines. La France, c'est 0,02. L'Allemagne, 0,01. Et donc, à un moment donné, si vous nettoyez 1% de votre maison, vous n'allez pas la trouver plus propre. Donc, il faut être traité là où ça se passe. Et donc, on est d'accord pour qu'il y ait un traité. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur ? Et surtout, c'est qui va signer ce traité ? Quand vous avez les États-Unis, la Russie, le Brésil, l'Inde et la Chine... On le voit à l'écran actuellement, en effet, les plus gros producteurs. Les plus gros producteurs, et là où la croissance va se faire, vous savez, les fameux chiffres, dans 20 ans, on aura 2 à 3 fois plus de plastique. C'est pas en France, c'est pas en Europe que ça va se passer. C'est là-bas, parce que ces pays-là, ils ont un besoin de croissance. Et on peut pas non plus leur dire, on vous empêchera d'avoir la croissance que les pays occidentaux ont eu. C'est un peu du néocolonialisme aussi, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, il faut développer on va dire, les gestions des déchets dans ces pays-là. Là-dessus, on est d'accord. La question, et ça, à mon avis, les États-Unis vont être majeurs là-dessus, c'est qui va payer, à voir si les grands pays vont vouloir payer pour les plus petits. Nathalie Gontard, on le voit là, sur ces négociations à Genève, les États pétroliers là font blocage. Clairement, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ces négociations et peut-être de ce traité ? Moi, ce que je constate, c'est un gros angle mort dans ces négociations qui fait qu'on va avoir du mal à dépasser cette opposition entre ces deux coalitions. Et cet angle mort, c'est la consommation. Vous venez de nous présenter les principaux pays producteurs. Oui. J'aurais aimé que vous me présentiez les principaux pays consommateurs dont nous faisons partie. Parce que, qu'on le veuille ou non, la production s'aligne sur la demande. Nous vivons dans une économie de marché. Et donc, c'est à nous poser la question sur nos modes de vie. Comment peut-on faire pour changer nos modes de vie et réduire notre consommation ? Et à partir de là, je pense qu'on pourra exiger que les pays produisent moins. Moi, ce qui me gêne là juste actuellement, c'est qu'on exige de ces pays qu'ils produisent moins sans nous prendre nos propres responsabilités, c'est-à-dire dire on va investir pour réduire nos usages. Et attention, quand je dis consommation, je ne parle pas que des consommateurs. Les consommateurs ont les épaules très larges. Je parle surtout de tous les usagers, c'est-à-dire de tous les secteurs professionnels qui utilisent du plastique. C'est à eux à nous proposer des biens et des services avec le strict minimum de plastique, avec le soutien de toutes nos autorités politiques. C'est bien noté. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois d'être venus ce soir pour débattre autour du sujet du plastique. Allez, à suivre dans 28 minutes avec Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Nous ferons connaissance avec la présidente de la Confédération de Suisse qui, spoiler, n'est pas la meilleure amie de Donald Trump, avant de nous rendre en Espagne où les fans de tauromachie souhaitent ériger une statue de taureau équivalent à la Tour Eiffel. Oui, l'Europe a vraiment les talents. Mais avant ça, retrouvons Victor de Quiver, le petit prince de la culture générale. Chaque soir, il sort de sa bibliothèque pour nous offrir une leçon et en plus, il vous le garantit, grâce à lui, vous dînerez moins bête. Les talons hauts ont-ils été inventés pour les hommes ? La question vous paraît farfelue et pourtant. En Égypte antique, si les bouchers surélèvent leurs chaussures, avouons-le, c'est pour des raisons plus pratiques qu'esthétiques. Il s'agit d'éviter de patauger dans le sang des animaux, astucieux. Mais il faut attendre le Moyen-Âge pour que l'usage se propage en Italie. À cette époque, on porte des chopines. C'est une sorte de sabot en bois utilisé par les femmes nobles. Et oui, car la chopine peut atteindre jusqu'à 60 cm de hauteur, ce qui leur permet de ne pas être confondus avec le reste du peuple. Bon, c'est si peu pratique qu'ils utilisent une canne pour se déplacer, mais les nobles s'en moquent, ils ne travaillent pas, et c'est ça qu'ils veulent afficher justement, leur oisiveté. C'est au XVIIe siècle que le talon haut connaît son heure de gloire masculine. Le roi Louis XIV, qui ne mesurait qu'1,63 m, réinvente la forme et en fait son accessoire fétiche. Ces talons rouges deviennent sa signature et seuls ceux qui bénéficient de ses faveurs ont le droit d'arborer la même couleur. Pour mettre en valeur ces magnifiques chaussures, les aristocrates portent des collants moulants qui subliment leur mollet. Le mollet devient ainsi la zone érotique par excellence. Mais la Révolution française va tout bouleverser. Fini les symboles aristocratiques, place à l'égalité. Les garde-robes s'adaptent peu à peu. Fini les couleurs vives, les parures et les talons pour les hommes. C'est ce que le psychologue Jon Karl Flügel appellera plus tard la grande renonciation masculine dans l'habillement. C'est aussi à ce moment-là que les femmes endossent seules le rôle d'apparat, voire de femme-objet, par compensation en quelque sorte. Le talon devient progressivement un attribut exclusivement féminin, symbole d'élégance et d'érotisme, et ce n'est qu'avec les rockers des années 70, comme Bowie ou Prince, que certains hommes oseront à nouveau prendre de la hauteur. Voilà, vous dînerez moins bête.
une nouvelle fois. Merci beaucoup, Victor de Quiver. Allez, il est temps de les retrouver. Quentin Darmon et Marjorie Adelson. On commence avec vous, Quentin. Et on va parler ce soir de la présidente de la Confédération suisse. Alors c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler. Elle s'appelle Karine Keller-Sutter. Elle s'est rendue à la Maison-Blanche pour tenter de négocier une baisse des droits de douane imposés à son pays. D'abord, on va commencer par le commencement, comme on dit. Tout d'abord, qui est cette femme qui a pris ses fonctions au début de l'année? Oui, le 1er janvier. Car en Suisse, le mandat du président ou de la présidente de la Confédération ne dure qu'une année civile. Alors Karine Keller-Sutter est considérée comme une libérale radicale de droite. Elle grandit dans un milieu rural, tendance catholique conservateur, ce qui n'empêche pas de vivre une jeunesse totalement punk. Elle adore les clashs, porte des mèches vertes et les ongles noirs. Changement d'ambiance pour son entrée en politique à 28 ans, puisque son slogan c'est « Comme mon chien, je ne me laisserai pas museler ». Ses premiers combats, les maris violents et les demandeurs d'asile pour lesquels elle exige des règles plus strictes. Son surnom, la Dame de Fer, eh bien, elle le déteste. Un cliché créé pour entraver son ascension, selon un quotidien suisse-allemand. Beaucoup la craignent, même ses opposants l'admire. Ah oui. Ministre de la Justice puis ministre des Finances, en 2023, le Financial Times la classe parmi les 25 femmes les plus influentes de la planète. Un an plus tard, à 61 ans, elle est élue présidente de la Confédération de Suisse, et ce, malgré la promesse d'un grand plan d'austérité. Alors, la méthode KKS, c'est ainsi qu'on surnomme cette présidente, fonctionne donc très bien en Suisse. Mais alors, on l'a vu à Washington, un peu moins. Hier, elle avait pour mission de convaincre le secrétaire d'État Marco Rubio de revenir sur les 39% de taxes sur les exportations suisses, un taux particulièrement élevé, sévère si on le compare à celui de l'Union européenne, 15%, dont la Suisse, je vous rappelle, ne fait pas partie. Alors, il faut dire que le courant passe très mal entre Karine Keller-Sutter et Donald Trump. Il y a quelques jours, sur la chaîne CNBC, le président américain explique qu'ils ont échangé au téléphone. La femme était gentille, mais elle n'a pas voulu écouter. En réalité, Trump est convaincu que la Suisse vole les États-Unis au vu d'un déficit commercial de plus de 40 milliards d'euros. Karine Keller-Sutter est rentrée ce matin à Berne, les mains complètement vides, au moment même où les surtaxes américaines prenaient officiellement effet. Alors c'est donc un camouflet pour la populaire Karine Keller-Sutter et qui a désormais une énorme pression économique sur les épaules. Oui, de nombreuses industries suisses sont actuellement très inquiètes. On pense bien sûr au chocolat ou encore à l'horlogerie, mais c'est le secteur pharmaceutique qui est le plus fébrile. Il pèse 60% des exportations suisses vers les États-Unis. Tout cela pourrait coûter 1 point de PIB, près de 20 milliards d'euros. Cet après-midi, en conférence de presse, Karine Keller-Sutter admet un coup de massue, mais précise que les discussions vont quand même continuer. Elle va devoir trouver rapidement la parade pour éviter le scénario du pire, sous peine de voir son pays vraiment muselé par un Donald Trump, maître des horloges, évidemment, suisse. Oui, ça va de soi, ça va de soi. Merci beaucoup, Quentin. Allez, Marjorie, avec vous, on va voir une chose assez étonnante, c'est que la Tour Eiffel aura peut-être bientôt de la concurrence venue d'Espagne. Oui, après King Kong contre Godzilla, voici la Dame de Fer contre le taureau en acier. Alors, ce n'est pas un énième blockbuster estival, mais un nouveau projet espagnol qui espère voir le jour. Voici donc la bête. Je vous présente El Toro de Espagne, un taureau métallique, 300 mètres de haut. C'est un vrai projet, ça. C'est un vrai projet. Il devrait faire quasiment la hauteur de la Tour Eiffel. Alors, ces cornes, vous les voyez, elles deviendraient des terrasses panoramiques. Quant à ses pattes, elles seraient conçues pour abriter des magasins, mais aussi un parc à thème. Bref, c'est un projet qui s'annonce titanesque. Mais vous allez me dire, quel est l'intérêt de tout ça ? Ouais. Eh bien, tout d'abord, doter l'Espagne d'un monument vertical emblématique. New York a la Statue de la Liberté, l'Angleterre a Big Ben, Paris a la Tour Eiffel, et l'Espagne serait donc orpheline. Or, comme le rappellent certains défenseurs du projet, l'Espagne est devenue la 2e destination touristique au monde, juste derrière la France. Il serait donc normal qu'elle ait, elle aussi, son monument géant. Alors après, c'est vrai qu'on peut le dire, il y a quand même la Sagrada Familia à Barcelone, mais comme vous le savez, il y a quand même pas mal de rivalités entre Barcelone et la capitale espagnole. Et en plus, la Sagrada Familia, eh bien, elle est 2 fois plus petite que la Tour Eiffel. Alors, étonnamment, Marjorie, ce projet de taureau géant ne fait pas forcément l'unanimité. Non, il fait même polémique, car il est porté par l'Académie espagnole de tauromachie. L'objectif derrière tout ça, c'est aussi donc de promouvoir la corrida, un projet donc qui fait hurler les défenseurs des animaux, mais pas que, même si historiquement la corrida, on le sait, elle fait partie de la culture espagnole. Aujourd'hui, les mentalités, elles ont changé. D'ailleurs, 77% des Espagnols sont contre. De nombreuses régions ont même carrément interdit la pratique. Alors forcément, pour un symbole qui se veut fédérateur, bon, il faudra sans doute chercher un petit peu ailleurs. Un critique d'art espagnol explique même qu'une paella ou
une sangria géante serait plus efficace que ce taureau géant, sans compter évidemment l'impact environnemental et financier qui apparemment n'a même pas été calculé. Alors d'ailleurs, les villes ne se pressent pas vraiment pour accueillir la bête. Non, le taureau, il a d'abord été proposé à la capitale, Madrid, qui l'a dit clairement, c'est non. La réponse donc définitive, l'association de tauromachie essaye donc de proposer à d'autres villes plus petites, notamment dans l'état de Castille y Léon, dans le nord de l'Espagne. Là aussi, on ne sait pas trop, mais il y aurait une petite ville qui s'appelle El Molar, au nord de Madrid, qui serait intéressée. Elle aurait déjà commencé à cibler un terrain. Alors peut-être que le taureau va donc trouver une ville d'adoption. Si c'est le cas, il serait financé par des investisseurs privés et par le prix des tickets d'entrée. Encore faut-il évidemment qu'il y ait de nombreux curieux. Oui. Je vous rappelle quand même que la Tour Eiffel, chaque année, attire 7 millions de visiteurs. Pas sûr que ce taureau soit à la hauteur. Voilà, c'est pour ça qu'on milite pour la sangria géante. Forcément, ça c'est évident. C'est l'été en tout cas. Merci en tout cas à vous deux. Merci mes amis, à suivre sur Arte. La mini-série danoise Cry Wolf, quand la parole ne libère pas, toujours des drames de famille. C'est âpre et contemporain. Et bien sûr, ça ne se rate pas. Demain, vous retrouverez Benjamin Sportouche pour le club 28 minutes. Nous, ce sera lundi, 20h05. Tchuss.